Voilà, alors la conférencière pour cette deuxième conférence, c'est Thérèse Van Durm, qui est docteur en santé publique, merci, et chercheuse à l'Institut Santé et Société de l'UC Louvain. Et en fait, elle est également coordinatrice de la chaire Beehive, qui est un groupe de recherche interuniversitaire, inter-école supérieure, dire comme ça, qui s'intéresse vraiment à tout ce qui se passe en première ligne de soins. Et dans ce cadre-là, Thérèse s'est posé deux questions. Donc, pendant la crise de la Covid-19, comment a réagi la première ligne de soins et quels ont été ses atouts et ses points un petit peu plus faibles? C'est bien ça? Merci. Merci beaucoup, Madame Dumont, pour cette introduction et merci beaucoup aux organisatrices et organisateurs de l'invitation à présenter la recherche concernant effectivement la première ligne durant la première vague du Covid. Donc effectivement, je fais partie de Beehive, j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus. Et la recherche que je vous présente ici a été menée notamment avec des collègues du docteur Buret, notamment Jean-Luc Belch et Hubert Jamard, qui comme elles font partie du département de médecine générale de l'Université de Liège, ainsi que le docteur Jean Mac de l'Université catholique de Louvain et finalement le docteur Paul Demanck qui, dans cette recherche, a participé en tant que responsable président de la plateforme de première ligne wallonne. Donc, j'ai eu l'occasion, pendant la première vague de la Covid, je vais préciser un peu plus tard de quel moment il s'agit, de mener des entretiens toutes les semaines avec des professionnels venant d'horizons extrêmement différents. Alors, la question de recherche était vraiment essayer de voir quelle était la résilience, donc la capacité à pouvoir résister au choc d'une crise telle que la Covid, pour essayer d'étudier quelles sont les forces et les faiblesses de la première ligne wallonne. Donc une recherche qualitative qui a été menée d'avril à septembre 2020. Et donc je vais vous présenter un petit peu plus haut. Merci beaucoup. Le contexte de la pandémie et de la première ligne wallonne, les objectifs de l'étude et la question de recherche, un point sur la méthode que j'ai utilisée, les résultats les plus importants, et puis un moment de discussion pour des pistes après. D'abord, qui sommes-nous? Madame Dumont l'a déjà un petit peu expliqué. D'une part, il y a Beehive, qui est donc une chaire qui est financée par un fonds privé, le fonds Daniel de Koning, qui par ailleurs lance régulièrement des appels à projets pour des initiatives extrêmement inspirantes pour la première ligne. Et donc, nous sommes un groupe de chercheurs et d'enseignants intéressés par tout ce qui concerne la première ligne. D'autre part, il y a la plateforme de première ligne wallonne, la PPLW, qui rassemble la quasi-totalité des professionnels de la première ligne. Et donc, ils cherchent, vous le voyez ici, ce sont un texte qui est sorti de leur site web, rassemble les métiers intervenant de manière multidisciplinaire, ça fait évidemment écho à la présentation de Madame Buret, en ambulatoire, dans une logique de parcours de vie du patient. Alors, important, elle vise à promouvoir le décloisonnement des pratiques et une coordination autour des soins du patient qui soit efficiente, en intensifiant la communication en vue d'établir un partenariat durable et respectueux de tous les acteurs de soins qui la composent et les citoyens. Enfin, en raison de tout ce qui précède, elle se veut être un interlocuteur auprès des politiques de santé pour toutes les matières qui ont trait avec la première ligne. Donc, je suis très contente de pouvoir faire cette présentation après celle de Madame Buret parce qu'il y a énormément de concepts qui ont été expliqués dans sa présentation qui reviennent ici. Alors, l'objectif principal de l'étude, je l'ai déjà dit, identifier donc les domaines où la première ligne
en raison de la crise de la Covid, a pu être renforcée ou déforcée. Pourquoi? Du point de vue de qui? Pour qui et comment? Alors, pour répondre à cette question, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser plusieurs sources de données. D'une part, des entretiens individuels avec des prestataires de la première ligne qui étaient dans la PPLOE, donc des entretiens toutes les semaines. D'autre part, j'ai pu assister à des réunions de la PPLOE. Donc la PPLOE se rencontre tous les mois. Ici, au moment où la pandémie a débuté, les réunions ont augmenté à une fréquence d'1 fois par semaine. Et donc, j'ai eu l'occasion, à intervalles réguliers, de pouvoir assister également à leurs échanges. Et puis, d'autre part, une troisième source de données, c'est tous les documents qui ont été publiés non seulement par la PPLOE, mais aussi par les organisations professionnelles qui la composent, ainsi que par la région wallonne. Et donc, j'ai pu analyser ces données-là, ce qui permet notamment ce qu'on appelle en recherche une triangulation des perspectives, en ayant la possibilité de renforcer ou de contredire les premiers résultats qui émergent au fur et à mesure. Alors, un point important aussi, c'est le guide d'entretien qui a servi pour les entretiens individuels, où je me suis basée sur un modèle qui paraît vraiment très intéressant concernant ce qui constitue les fonctions de la première ligne. Alors, le Dr Buret l'a déjà évoqué également. On parle très souvent des 5 ou des 6 domaines de Starfield qui sont des fonctions essentielles de la première ligne. Le fait d'être, j'ai une dia qui l'a traduit, voilà. D'abord, on a les 5 C. Premier, contact, donc la question de l'accessibilité pour les personnes, la question de la continuité de la prise en charge, la question de la globalité, donc pas uniquement une approche biomédicale, mais aussi prenant en compte le style de vie, les déterminants de la santé, etc. La coordination, qui est encore un peu différente. Je viendrai plus tard sur les définitions plus précises, parce qu'il y a des nuances importantes. Et centrée sur les objectifs de vie du patient. De l'autre côté, on a les 5 S, qui sont les ressources qui sont nécessaires pour faire fonctionner cette première ligne. D'une part, on a un espace, bien sûr un lieu, notamment on a vu dans la concertation interprofessionnelle un lieu de rencontre, un lieu d'exercice, des systèmes, notamment pour le partage d'informations concernant les patients, mais aussi concernant l'offre de services et de soins sur un territoire, des professionnels correctement formés, du matériel, on va le voir dans le cadre de la Covid, aussi le matériel spécifiquement pour se protéger des patients, et un système de surveillance. Et alors, entre les deux, l'auteur de ce modèle qui s'appelle Beaton met les 5 M. Et là, il s'agit de processus importants pour pouvoir faire en sorte que ces ressources puissent être utilisées utilement pour remplir les fonctions de la première ligne, une première ligne de qualité. Et donc là, on a les équipes multidisciplinaires ou interdisciplinaires, avec la notion d'équipe, comme le disait Dr Buret, qui peut être une équipe ad hoc, virtuelle, autour d'un patient, comme il peut s'agir d'une équipe plus formelle de type maison médicale. On a bien sûr la motivation à pouvoir remplir ces fonctions, le management, la gestion des ressources humaines, la mesure, notamment la mesure de la qualité, et le monitorage pour pouvoir adapter l'organisation des soins en fonction de ce qu'on observe. Alors, à côté de cela, il y a un dénommé Paul Farmer qui a utilisé ce modèle-là pour voir comment le système de santé réagissait en cas d'épidémie. Une épidémie extrême, vu que Paul Farmer l'a utilisé pour l'Ebola. Et donc là, il voit qu'effectivement, on retrouve les prestataires disponibles, disposant de ressources nécessaires, pardon, je vous tourne le dos, avec des professionnels bien formés et financés, bien gouvernés, disposant de systèmes d'information
plus une surveillance en temps d'épidémie. Donc, ces deux modèles juxtaposés ont été très utiles pour construire un guide d'entretien pour aller rencontrer mes collègues de la première ligne wallonne, la PPLW. Alors, aussi un bref rappel du moment où on se situe. Ici, on est quand même plus d'1 an plus tard. À ce moment-là, on était dans la première vague de l'épidémie, avec, vous le savez, tout le monde était un petit peu en état de choc par rapport à comment s'organiser pour répondre au mieux à ce qui nous arrivait, tout en n'ayant pas nécessairement les moyens, les ressources, les informations pour pouvoir travailler. Alors, les résultats. Donc, j'ai eu l'occasion de mener 103 entretiens avec mes collègues, 9 réunions de l'Assemblée générale extraordinaire de la PPLW et l'analyse de 140 documents publiés durant cette période. D'abord, un petit point sur les personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer donc, lors de ces entretiens. Vous voyez d'emblée que ce sont des profils extrêmement divers. Au niveau des fonctions, on a des pharmaciens, des médecins généralistes, des ergothérapeutes, des sages-femmes, diététiciens et kinés. Au niveau de leur statut, ils étaient soit indépendants, soit travaillaient comme employés, soit en pratique solo, soit dans une pratique pluriprofessionnelle ou plurimétier, en cabinet, à l'officine, à domicile, en maison de repos, souvent une combinaison des deux, répartis sur toute la Wallonie et avaient soit un rôle clinique, soit gestionnaire, donc gestionnaire de réseau, type réseau multidisciplinaire local, SISD, donc service intégré de soins à domicile, coordinateur et directeur. Au niveau du contenu des résultats, nous avons donc fait une analyse thématique et voici les thèmes principaux qui sont sortis de toutes nos sources. Les thèmes qui ont été abordés ou les incidents critiques s'étaient le plus souvent passés étaient dans la communication de la part des autorités. Ensuite, le deuxième, le plus fréquent, était celui de la continuité des soins. Ensuite, la collaboration interprofessionnelle et interorganisationnelle. Puis la modification de la nature et de la charge de travail. Et enfin, au niveau de la formation des professionnels. Ils ont aussi évoqué des points concernant la disponibilité des ressources, l'attitude du public et de l'impact financier. Alors ici, dans cette présentation, je ne vais que évoquer les 5 premiers. Les autres sont décrits dans le rapport dont les coordonnées se trouvent à la fin de la présentation. Je vais commencer par une citation concernant la communication de la part des autorités. Donc, c'est une citation qui provient d'une participante au mois de mai 2020. Et la personne me dit « Le manque d'information de la part des autorités est lourd à porter. L'information qui est transmise est tout à fait insuffisante pour pouvoir informer correctement mes collègues. » Donc c'est quelqu'un qui a à la fois la casquette de sage-femme, mais aussi responsable de son association professionnelle. Et donc se sent, parmi ses fonctions, informe ses collègues. Et par ailleurs, me dit-elle, j'apprends que les kinés ont repris la préparation à la naissance. Et donc là, évidemment, c'est un domaine où il y a une superposition possible des tâches et responsabilités. Il n'y a donc pas de suivi commun, me dit-elle, ou de guide commun par rapport à la reprise, ce qui mène à des incohérences par rapport au suivi des futures mamans. Donc ce qui est dit là clairement, et donc on le verra un petit peu plus loin, c'est que les professionnels attendent de la part des autorités des directives les plus claires possibles. On était encore en plein choc au mois de mai, souvenez-vous, ça n'était pas évident. Et donc, ce qui était mis en évidence, c'est qu'ils avaient besoin des renseignements, d'une part, au sujet de la disponibilité, je pars ici au milieu, et de la distribution des équipements de protection individuelle. Évidemment, ça a aussi un lien avec la citation, dans la mesure où, sans protection individuelle, pas possible de se rendre chez les futures mamans. Prise en compte de l'expertise des professionnels de la première ligne,
Définition des soins urgents et essentiels, et ça c'est assez clair dans sa citation, de dire voilà, pour les kinés, apparemment le fait de suivre des mamans, c'est urgent et essentiel, donc ils peuvent reprendre, alors que pour nous, sages-femmes, ça n'était pas aussi clair. Les mesures des quarantaines pour les professionnels, qui n'étaient pas toujours très claires, avec les données identiques, avec un test positif, certains devaient quand même aller travailler parce qu'il y avait un manque d'effectifs, et d'autres non. Des recommandations à propos des bonnes pratiques cliniques, et là effectivement, en plein choc, c'était difficile d'avoir des données concernant, en tout cas basées sur un niveau de preuve suffisant, vu qu'on n'en avait pas à l'époque. Ils étaient aussi en attente par rapport à ce moment-là des informations par rapport à l'organisation des soins de corps. Souvenez-vous, c'est une initiative qui a eu lieu à ce moment-là pour pouvoir faire en sorte, notamment au niveau des soins à domicile, que les mêmes prestataires allaient soit uniquement chez des patients infectés ou soit chez des patients qui ne l'étaient pas. Et puis, sans oublier, le plus important, un plan d'urgence sanitaire qui soit utilisé. Donc ça, c'était vraiment la première thématique qui avait été mise en avant. La seconde, c'est celle de la continuité des soins. Je vous l'ai dit en introduction, la continuité des soins est un concept qui peut être compris de différentes façons. Une manière de la décrire, c'est celle de la continuité entre les lignes de soins. C'est entre l'hôpital et le domicile. C'est aussi entre prestataires de la première ligne, notamment au niveau de l'importance de la continuité, ce qu'on appelle informationnel, donc il y a une continuité de l'information quand un patient est soigné par différents prestataires. D'autre part, la continuité en termes de parcours de vie de la personne, depuis la naissance, même avant la naissance, au cours de tout son trajet de vie, avec des incidents de santé plus ou moins réguliers, au travers de l'âge adulte jusqu'au grand âge, soins palliatifs, etc. Et s'ensuit bien sûr la continuité de la prise en charge au travers des soins préventifs, de promotion de la santé aussi, des soins curatifs, soins palliatifs, etc. Et donc cette continuité a été fortement mise à mal durant la première vague de la Covid. Et donc une des citations ici, c'était par rapport à des mécanismes pour identifier des patients vulnérables au manque de continuité des soins, surtout au niveau de la santé mentale. En fait, ce que le médecin voulait dire ici, c'est que pour des patients qui sont suivis par ailleurs dans son cabinet ou dans sa pratique multidisciplinaire, il n'existe pas de mécanisme pour aller téléphoner systématiquement chez les patients pour voir, tiens, ça fait longtemps que je ne vous ai plus vu, est-ce que tout va bien ? Le libre choix du prestataire et les modèles de financement à l'heure actuelle ne permettent pas d'avoir des démarches proactives. Et donc, il s'ensuit un bris de continuité de la prise en charge. Pour un kiné, il n'y a pas de rôle de garde formel pour les kinés. Même si la continuité 24 heures sur 24 pour la kiné est moins indispensable que pour d'autres métiers, comme la médecine générale, pour les pharmaciens ou pour les infirmiers, certains patients sont dans la situation où un accès à un kiné respiratoire 24 heures sur 24 serait utile. Et donc là, vraiment, c'est un appel à essayer d'organiser des services de garde pour ce type de population et pour ce type de professionnels. Après la continuité, on a la thématique de la coordination entre les professionnels et organisations. Et donc, ce que dit une infirmière ici, pour les professionnels, les outils de concertation actuels conviennent en partie pour organiser les soins au niveau d'un patient singulier. Donc, il s'agit de la concertation multidisciplinaire qui est imparfaite, mais elle a le mérite d'exister. Or, pour organiser les soins au niveau d'une région entre professionnels, il y a très peu de choses qui existent. Pour un médecin généraliste, les cercles de médecine générale ont proposé spontanément de l'aide aux directeurs de maisons de repos et de soins et aux médecins coordinateurs et conseils. Ont même organisé des tours de garde, des tours de salle dans les MRS pour s'assurer de la continuité des soins médicaux. Donc ici, il s'agit vraiment d'une bonne pratique où la responsabilité des cercles se trouvait engagée
au point où ils ont proposé spontanément des solutions par rapport à la continuité de la prise en charge. Et alors, on voit aussi des perceptions par rapport à la charge de travail qui étaient très hétérogènes, vu qu'on a cette citation-ci. Les consultations dans mon cabinet ont fortement diminué et il m'arrive que je me tourne les pouces. Donc, alors même qu'à d'autres endroits, il y avait une surcharge de travail importante. Ce qu'on a pu voir, c'est que là où il existait des accords entre organisations et professions, ça facilitait la coordination qui était mise sous pression de la pandémie et on pouvait observer une bonne collaboration entre organisations et professions. À l'inverse, quand ce n'était pas présent, donc il n'y avait pas de tels accords, souvent il y avait une plus faible collaboration entre organisations et professions. Mais ce n'était pas un absolu parce qu'évidemment, dans beaucoup d'endroits, il y a une émergence de la solidarité spontanée. Et donc, ça a pu bien fonctionner. Le tableau n'est pas tout à fait noir, mais ça veut dire qu'on doit vraiment compter sur la bonne volonté des gens pour que les choses bougent. Et souvent, ça ne suffit pas. Alors, le quatrième domaine est celui de la modification de la charge de travail et la modification de la nature du travail. Pour les professionnels tels que ceux qui travaillaient dans les maisons de repos et les pharmaciens, tout au long de l'épidémie, cette charge a vraiment explosé, était extrêmement importante, alors qu'elle était plus hétérogène auprès d'autres professionnels de la santé. On l'a vu au travers des différents exemples. Et en ce qui concerne la nature du travail également, on a pu voir parmi les médecins généralistes, on voyait évidemment une augmentation des appels téléphoniques, notamment pour des besoins d'information, et c'était pareil pour les pharmaciens. Donc les patients recevaient des informations via les médias généraux ou via les réseaux sociaux, mais d'une part avaient beaucoup de mal à se rendre compte qu'est-ce que ça signifie pour moi, et d'autre part aussi de faire la part des choses entre ce qui était vrai et ce qui n'était pas étayé du tout. Pour les ergothérapeutes, on a pu voir que dans les MRS, on a demandé un gros soutien de leur part pour l'utilisation de toutes les technologies de l'information pour communiquer avec les familles, aussi pour substituer le travail des collègues absents. Et notamment, on a vu des ergots devoir faire des soins d'hygiène, aider à la distribution des repas, aider à la buanderie. Et en dehors des MRS, le mot avait été donné notamment au travers de leur organisation professionnelle d'être particulièrement attentifs aux patients vulnérables en matière d'isolement. Et donc, spontanément, se sont proposés pour faire des courses pour que ces personnes soient quand même en mesure de se nourrir et d'avoir un minimum de contact. Alors, pour les pharmaciens, et ça a été largement relayé dans la presse également, ils ont vu le volume de livraison à domicile augmenter, avec des effets parfois extrêmement positifs en termes de prise de conscience et des conditions de vie au domicile. C'est-à-dire que les pharmaciens, pour la première fois, voyaient le domicile des gens qui parfois suivaient pendant des années. Et donc, avec l'accord du patient, revenaient parfois chez le prescripteur en disant « Vous savez, docteur, j'ai constaté telle ou telle chose, il y aurait peut-être lieu d'adapter le traitement pour telle ou telle raison. » Voilà. En termes de changement de tâches, un élément aussi, c'est quelque chose qui a été bien évoqué par le docteur Buret, c'est la répartition des tâches en prenant la perspective du parcours du patient. Ici, il s'agit d'un témoignage d'une sage-femme qui est très fortement en contact avec des personnes précarisées. Et donc, je vous laisse découvrir sa citation, je ne vais pas la citer. Et l'idée, c'est que, selon sa perspective et son expérience, c'est que les jeunes femmes, les futures mamans, en situation de précarité, ont parfois beaucoup de mal à se rendre chez de plusieurs professionnels. Notamment ici, il s'agit de pouvoir réaliser un test de dépistage en devant sortir de chez elles. Alors que de toute manière, elle aurait eu la visite de la sage-femme parce que
elle vivait une situation difficile. Et donc, c'est vraiment un plaidoyer pour essayer de négocier dans la collaboration interprofessionnelle des espaces pour essayer de prendre la perspective de ces patients qui ont moins facilement accès aux soins et de voir qu'est-ce qu'il est pertinent de négocier comme partage des tâches et responsabilités. Ici, il s'agirait de permettre à la sage-femme de dépister le dépistage Covid chez une patiente qu'elle aurait de toute manière vue, de manière à être beaucoup plus dans une logique d'intégration des soins, bien entendu. Et le cinquième domaine, le dernier que je vais exposer ici, qui a été très fortement appuyé aussi par les participants, c'est le besoin d'être formé, de pouvoir disposer de compétences pour faire face aux difficultés de la première ligne, en temps de pandémie, bien entendu, mais aussi au-delà. Et alors, dans quel domaine? Le premier domaine évoqué, c'est celui des besoins des compétences généralistes. C'est-à-dire que la première ligne, on l'a vu dans les fonctions, doit être capable d'accepter le tout venant et donc d'être formé comme infirmier, comme ergo, comme médecin généraliste, à avoir ces compétences généralistes. À côté de cela, des compétences en santé mentale. Je pense que s'il y a une chose extrêmement positive qui est sortie de la pandémie, c'est cette prise de conscience de l'importance des formations en santé mentale. Et donc, à cet égard-là, ça a été déjà relayé au mois de avril à septembre. Puis, des compétences en lien avec l'amélioration continue de la qualité, en matière, évidemment, de prévention et de contrôle des infections, des compétences au travail en interdisciplinaire, là je fais juste l'écho de ce qui a été dit lors de la conférence précédente, et des compétences liées au leadership. Ces deux éléments sont fortement liés, vu que pour pouvoir correctement travailler en interdisciplinaire, il est important d'une part de bien comprendre quelles sont les compétences des autres professions, mais d'avoir déjà une idée très très claire, une vision de ce que c'est les soins de qualité pour pouvoir alors répartir les tâches et les fonctions et donc d'exercer un leadership soit de type participatif, soit de type transformationnel. Alors, quelques points de discussion. Donc, la recherche a donné un coup de projecteur. C'est bien sûr, ce n'est pas un instantané, mais quand même très situé dans le temps, vu au travers de la perspective des soignants de la première ligne qui font partie de la PPLOE, mais enrichis par des documents et des notes d'observation pendant la première vague. Ça permet de donner une voix dans la sphère interprofessionnelle à des métiers parfois moins entendus. Alors les domaines les plus critiques, je ne vais pas tous les élaborer ici, mais je voudrais quand même juste citer les trois premiers. Le besoin de communication de la part des autorités, l'importance du bris de continuité de la prise en charge qui a été très mal vécu par les professionnels, par les patients aussi bien entendu, mais les professionnels se sentaient responsables de ce qu'ils vivaient comme un genre d'abandon. Et le troisième point, celui de la collaboration interprofessionnelle et interorganisationnelle. Deuxième point de discussion, c'est que pour les répondants, une des pistes importantes pour améliorer la résilience de la première ligne est cette structuration territoriale, dans l'idée justement qu'un appui est nécessaire pour la première ligne, notamment en ce qui concerne les accords interprofessionnels, pour améliorer l'intégration des soins et la dynamique communautaire. Avec bien sûr besoin de systèmes d'information locaux, un cadastre de l'offre, quels sont les professionnels qui travaillent sur mon territoire, quelles sont leurs spécificités. Aussi des données de la population, est-ce que la population dans mon territoire a des caractéristiques éventuellement de vulnérabilité dont je dois vraiment tenir compte, et pour le suivi des patients. D'autre part, des besoin de lieux d'échange interdisciplinaires au niveau local. Bien sûr, la PPLOE, la plateforme offre déjà ce niveau d'échange, mais c'est beaucoup trop grand, c'est au niveau régional.
Et donc, on y voit un médecin généraliste de Tournai, une infirmière de Dinan. C'est clair que les connaissances au niveau des ressources locales ne vont pas pouvoir être discutées là. Ça va à un autre niveau. Ça offre aussi une visibilité pour les non-médecins. Donc, on a vu aussi que cette demande de prise en compte de l'expertise des professionnels a été fortement vécue, notamment avec des offres d'aide répétées de pharmaciens, d'ergots qui ont été peu prises en compte, à l'inverse des médecins, et aussi une prise en compte des expertises locales multidisciplinaires. Je ne l'ai pas évoqué dans les résultats, mais de manière récurrente, 2 zones ont été évoquées où cette collaboration locale se passe extrêmement bien. Il s'agit de Charleroi et dans la région de Liège également. Et donc, ce sont certainement des exemples à suivre pour voir comment ça se passe au niveau de la dynamique locale pour améliorer la structuration de la première ligne. Le dernier point à ce niveau-là, c'est un soutien à l'amélioration continue de la qualité, notamment en suivant des indicateurs qui permettent de voir si on est toujours dans la bonne direction. Et bien sûr, au niveau de la formation initiale, tant bien que continue. Alors, le deuxième point de discussion, c'est au niveau de la structuration territoriale, de pouvoir faire coexister une logique communautaire où l'échelle est suffisamment petite pour que les gens se connaissent, aient envie de se rencontrer et donc fassent appel à leurs compétences mutuelles. Et une autre logique, c'est celle de l'intégration professionnelle et organisationnelle qui demande de pouvoir s'accorder dans des territoires beaucoup plus grands, avec notamment des réseaux existants tels le réseau de santé mentale, les réseaux hospitaliers, etc. Alors, sur le plan de la méthode, on a trouvé que le modèle qui avait été utilisé au départ était extrêmement pertinent, notamment parce qu'il était très riche et permettait d'explorer des thématiques auxquelles on n'aurait pas pensé au départ. Et donc, il y a encore des travaux qui sont en cours à l'heure actuelle avec la PPLOE pour la structuration territoriale, l'APAX par rapport à l'intégration des soins, avec le cabinet et la VIC. Alors, parmi les limites, j'aimerais évoquer, on est dans la première vague, donc forcément, ce qui s'est passé là sert d'enseignement, mais ne doit pas être pris au premier degré. Le contexte a changé, et dans beaucoup de domaines pour un mieux. Et le deuxième point, c'est que les professionnels qui ont été interrogés, ce sont des professionnels qui avaient une très bonne connaissance du système de santé dans lequel ils travaillent, et ne sont pas forcément représentatifs des professionnels de la première ligne en dehors. Voilà, je vous livre aussi la liste des références qui ont été citées au cas où vous seriez intéressés, et la dernière permet d'avoir accès au rapport. Donc, j'écoute avec plaisir vos réactions, vos questions, au cas où vous en auriez, et la présentation sera disponible, je ne sais pas, sur le site de la VIC ou sur le site de la conférence, je ne sais pas ce qui est prévu. Je vais passer la parole à Madame Dumont. Merci Thérèse. Oui, la conférence sera diffusée sur le site YouTube de la VIC. Voilà, des questions, Oui. Bonjour, alors moi je vais vous parler, pas vraiment comme à Viken du coup, puisque à la première, la deuxième, la troisième vague, je travaillais à l'hôpital comme sage-femme. Je vois que ça a été réalisé pendant la première vague. Et moi, pendant la première vague, j'ai senti il y avait beaucoup d'entrain, de motivation quand même à faire face au Covid qui était nouveau. On ne connaissait pas, même s'il n'y avait pas de matériel, même si on a vraiment été lâchés, un peu comme de la chair à canon. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez un peu investigué la deuxième vague, parce que moi, j'avais ressenti beaucoup plus de lassitude, beaucoup plus de désespoir finalement, et qu'à la première vague, paradoxalement, où on était beaucoup moins préparés. Voilà, j'aurais voulu savoir si par rapport à la deuxième vague, les choses avaient beaucoup changé. À titre personnel, je ne l'ai pas investigué. Je sais qu'il y a des enquêtes qui ont continué, notamment par Sciences Anno, qui a continué aussi à investiguer les professionnels. Donc je pense que ce serait intéressant de voir effectivement, sous le coup de l'urgence, effectivement, la motivation de s'investir au-delà de sa fonction devait être sans doute beaucoup plus grande. Et après, effectivement, on peut imaginer. Mais j'avoue que je n'ai pas investigué personnellement. Mais c'est une bonne question pour la suite, ça c'est clair. Le ressenti n'était pas du tout le même.
alors que les outils davantage étaient présents, justement. Oui, c'est ça, mais je pense que tout le monde en avait marre. Enfin, il y avait une certaine lassitude, il y avait beaucoup de malades, il y avait la population n'était peut-être plus aussi soutenante, il y avait beaucoup d'agressivité des patients à l'hôpital, il faut le dire aussi, hein, qui ne supportaient plus les contraintes, les confinements. Donc, je parle pour mes anciennes collègues aussi, que c'était beaucoup plus dur la deuxième que la première, finalement. D'accord. Ce serait intéressant, effectivement, objectiver davantage pour voir ce qu'on peut faire, justement, que ce ne soit pas uniquement un constat. En espérant qu'il n'y en ait pas beaucoup d'autres après. Ça, c'est clair. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Vous pouvez ne pas être d'accord aussi avec certains points qui ont été présentés. Monsieur Mon. Oui, bonjour. Je voulais simplement vous demander, au niveau des témoignages que vous avez reçus lors de votre enquête, dans les slides, vous n'évoquez pas l'e-santé et le problème de ce qu'on peut appeler la fracture numérique, qui a été un peu évidente pendant la crise sanitaire entre le nord du pays et le sud du pays. Je ne sais pas si des prestataires ont évoqué ce souci. Ça n'a pas été évoqué ailleurs que dans les maisons de repos. Donc, parmi les résidents, là, ça a été évoqué, mais pas parmi les prestataires de santé. Encore une fois, l'échantillon n'est pas représentatif. Je pense que les gens qu'on a interrogés étaient des gens qui étaient relativement à l'aise avec l'informatique et l'e-santé en général, mais qu'effectivement, si on avait interrogé d'autres personnes, cet aspect-là serait davantage, aurait fait surface, notamment dans les logiques de collaboration interprofessionnelle ou de besoin d'information justement à propos d'un patient, alors que les gens ne sont pas encore informatisés. Merci pour cet exposé très clair. Moi, je voulais vous demander si, au travers de vos recherches et de vos observations, vous considérez que tous les métiers et toutes les professions sont présents pour la suite par rapport aux pistes, hein, au niveau de la structuration, ou si vous avez le sentiment qu'il va falloir des légitimations de nouveaux métiers, de nouvelles professions pour l'avenir. C'est une excellente question et la réponse, comme vous le savez, elle n'est pas unique, hein. Effectivement, je pense qu'il y a une question de ce qu'on appelle la professionnalisation des métiers qui est en cours et donc il y a plusieurs mécanismes qui participent, notamment via la formation. Et on voit maintenant que de plus en plus, il y a des professions qui ont accès au master avec une possibilité de faire de la recherche et donc avoir une plus grande réflexivité par rapport au métier. Donc je pense que là, on n'est pas tous à la même enseigne. Ça, c'est au niveau de la formation et de la recherche. Après, il y a la question de la structuration des métiers. Quand je vois, et vous le savez aussi bien que moi, certains métiers tels que la médecine générale, qui, en matière de structuration, a une histoire beaucoup plus grande que celle des infirmiers, par exemple, où on voit une multiplication, pour les infirmiers, toujours que je connais bien, des organisations professionnelles. De mémoire, il y en a 64 qui sont reprises sous une organisation faîtière, heureusement. Mais ça veut dire qu'au niveau de la voie unique des infirmiers, on n'y est pas encore. Et encore un autre point que je voudrais souligner, c'est celui de l'accès aux données factuelles. Quand on voit notamment les ressources mises à disposition pour les médecins, mais c'est lié aussi au fait que la cohorte des médecins ayant accès aux données factuelles pouvant mesurer aussi le poids des preuves qui sont amenées, donc pouvoir évaluer la méthodologie des recherches pour pouvoir attribuer une crédibilité à une recommandation, elle n'existe moins dans d'autres métiers. Et donc, ces éléments-là font que certains métiers ont encore du mal. Et on voit une fracture au sein de certaines professions entre ceux qui en veulent et ont accès à cette information pour se professionnaliser
et d'autres qui restent encore, je dirais, plus dans une logique quand même plus d'exécutant. C'est-à-dire que dans notre système de santé, vous l'avez évoqué, il y a quand même une soumission à la prescription médicale qui est d'ordre légal. Le fait que beaucoup de métiers ne peuvent pas s'exercer de manière autonome, c'est souvent pas sans raison et lié parfois à la question de la responsabilité professionnelle. Et donc on peut se dire qu'avec l'évolution, avec la professionnalisation des métiers, qu'une part de l'exercice va pouvoir se faire de plus en plus de manière autonome, de manière à pouvoir accéder à l'égalité dont vous parliez dans votre exposé. Donc, je ne sais pas si c'est un élément de réponse, et peut-être que la salle aussi a des éléments à apporter par rapport à ça, à cette évolution des professions pour réellement arriver à une logique d'égalité qui doit être bénéfique aux patients dans la reconnaissance des compétences des autres, et donc faire appel de manière adéquate à d'autres professionnels quand la situation le demande. On parle beaucoup du financement, mais moi je pense qu'il y a d'autres mécanismes qui jouent, qui sont tout aussi importants en termes quelque part d'empowerment des autres professions. On peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, hein, il n'y a pas de souci. Je crois que c'est très, très large comme réflexion. Il faut vraiment être sur le terrain aussi pour vraiment sentir quelque chose. Donc, je crois que d'où l'intérêt de ce genre d'études, justement. Et d'appuyer la formation aussi, je pense. Oui, oui. Les jeunes qui veulent se lancer dans une perspective de carrière où ils peuvent développer des compétences au-delà des compétences initiales, c'est vraiment une piste extrêmement intéressante, dans une logique, bien sûr, d'interdisciplinarité. Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question. Vous évoquiez que la nature de certaines tâches ont évolué pour les professionnels dans le cadre de la crise. Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir s'inscrire dans le temps? Je n'ai pas compris tout à fait. La nature de certaines tâches qui la nature des tâches de certains professionnels ont évolué durant la crise. Il y a eu un certain changement dans les tâches effectuées. Est-ce que vous pensez que ça peut s'inscrire dans le temps et sinon, est-ce que ça a été... Donc vous disiez qu'il y avait eu des effets positifs. Est-ce qu'il y a eu d'autres effets ressentis par les professionnels vis-à-vis de ça? Est-ce que peut-être ils sentent plus de polyvalence dans leur profession? C'est une question évidemment qui demande une réponse, je dirais, d'ordre individuel, mais aussi d'ordre plus structurel de la part de la société. Il y a d'une part le professionnel qui est d'accord d'aller un petit peu au-delà de ses fonctions, bien sûr dans le cadre de ses compétences légales et de ses compétences fonctionnelles. À côté de ça, il y a une évolution des métiers qui est demandée à corps et à cri par la plupart des professionnels. En ce compris les médecins généralistes qui doivent le plus souvent céder une partie de leur tâches et fonctions et donc de leur financement à d'autres professionnels. Et là, on voit quand même très fort un effet de génération. C'est-à-dire que de plus en plus, les jeunes médecins souhaitent s'inscrire, vous le savez, la littérature nous le montre, dans des pratiques pluriprofessionnels, plurimétiers, justement parce qu'ils ne sont plus d'accord d'être seuls maîtres à bord, devant tout faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sans prendre de vacances. Et donc là, il y a certainement une évolution positive qui est attendue. À côté de ça, il y a aussi le renforcement des compétences d'autres métiers. Moi, je pense par exemple aux pratiques avancées, notamment pour les infirmières, qui, si jamais la formation le permet et le cadre le permet, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays, pourront avoir la possibilité de prescrire des traitements et des examens pour certains types de populations bien définies. Mais là, évidemment, il y a la question de la responsabilité professionnelle qui se pose, il y a la question du financement. Et donc, c'est dans une réflexion commune, sans doute, qu'on va pouvoir arriver à cette évolution. On doit quand même se rendre compte aussi que la Belgique a pas mal de retard en la matière par rapport à d'autres pays. Avec une collègue de Madame Burel, on a eu l'occasion de faire une étude internationale comparative par rapport aux pratiques de vaccination. Et là, on voit que dans énormément de pays, il y a déjà
plusieurs années, les pharmaciens vaccinent sans prescription, les infirmières vaccinent, les dentistes vaccinent. Ce sont des gens qui, moyennant une petite formation supplémentaire, peuvent le faire dans des bonnes conditions, avec comme résultat, bien sûr, une couverture vaccinale plus grande, vu qu'on va plus près des gens avec davantage de professionnels. Donc oui, je pense qu'il y a certains acquis qui vont pouvoir être continués, mais il faut qu'il y ait une volonté des professionnels qui soit soutenue, bien sûr, par le politique, pour tout ce qui est du cadre légal et du cadre financier. Merci. D'autres questions? Je vous laisse le mot de la fin, Madame Dumont. En tout cas, d'abord, je vous remercie pour cette étude parce que je pense qu'elle va vraiment être très utile pour ce que la ministre a annoncé hier, où elle a annoncé qu'elle va bientôt mettre en place les assises de la première ligne. Et je pense qu'il y a beaucoup de matières qui pourront guider ces assises. Tu penses aussi? Voilà, donc merci beaucoup pour cette étude qui va aussi porter beaucoup de fruits, tout comme la première présentation que nous avons eue tout à l'heure. Et alors, un petit cadeau pour vous remercier. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne fin de semaine.